Et comment cette émission, InVino Sud Radio, a le plaisir d'accueillir Patrick Baudouin. Bonjour Patrick. Bonjour, plaisir partagé. Alors on commence par un peu d'histoire avec Maria et Louis en 1920, là, vos arrière-grands-parents. Mais oui. Racontez-nous. En fait, je dois être la 5e génération de vignerons à Ardennais, qui est un petit hameau à côté de Chaux-de-Fonds-sur-Layon. Voilà. Ouais. Et alors aujourd'hui, donc, vous avez quoi? Vous avez créé votre domaine en 1920? Oui, presque, mais ça se voit pas, quoi. Racontez-nous. Ça tient jeune, la viticulture et le vin. Non, mais bon, je me suis mis sur le tard, en fait, quoi, parce que la viticulture en Anjou étant quand même assez compliquée, mes parents ont dû l'abandonner relativement, louer les vignes, et à 40 ans, ça m'a pris Vous faisiez quoi avant? de quitter Paris. J'ai été libraire, entre autres, quoi. Ah bah c'est un beau métier, à ça. Paris. Ah bah c'est un métier ça magnifique. À Paris, rue de Belleville, en bas de la rue de Belleville. Voilà. Vous vendiez un peu de bouquins ou c'était juste pour vous? Ah non, je vendais des livres, oui. C'est normalement la mission d'un libraire de vendre des livres. Non, mais c'est vrai que j'en ai gardé pas mal, quoi. Ah oui. Bon, et donc là, vous êtes passé du livre au vin, quoi. Ben oui, je suis venu à Angers avec des livres sur la vigne et le vin, Roger Dion, entre autres, dans mon cartable, quoi. Donc les livres ne m'ont pas lâché. Roger Dion, si quelqu'un n'a pas lu Roger Dion, allez-y. Est-ce qu'il mérite d'être vigneron? Oui, quand même. Ouais. Bon. Hélène. Mais c'est utile. Donc effectivement une très belle histoire viticole. Donc vous arrivez de votre librairie et vous mettez un peu un coup de pied dans la fourmilière parce que vous découvrez que les vins locaux qui ont longtemps été connus pour notamment les moelleux et les liquoreux, longtemps en fait ça a été quand même bien chaptalisé, c'est-à-dire qu'on rajoutait bien du sucre dedans. Alors j'ai pas été le seul à mettre le pied dans la fourmilière. Il y en a un dont le frère est là, qui est Jopiton, quoi. Hein, on a été quelques-uns à remettre en cause cette façon de faire. Alors, juste pour comprendre, quel est l'intérêt de chaptaliser ou pas, d'ailleurs? C'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est pas bien de rajouter des bidules dans un vin, d'ailleurs? Non, mais ça, c'est une longue histoire, alors je peux y aller. Hein. Non, on va faire très court parce que Patrick est très bavard. Oui, non, mais il faut l'expliquer quand même, quoi. Il faut l'expliquer. À la radio, il faut l'expliquer. Les vins avec des sucres résiduels ont toujours été très rares tant que le sucre était naturel. Or, l'homme et la femme ont besoin du sucre. Hein. Donc, c'était recherché, rare. Il y a eu différentes phases. La canne à sucre, on pouvait améliorer un petit peu artificiellement les vins sucrés, mais c'était trop cher. Quand le sucre de betterave est arrivé, ça a été alléluia. Et les anciens, c'était pas méchamment, hein, c'était pour bien vivre. Hein, ils se sont mis à chaptaliser systématiquement pour faire des moelleux. Il n'y a pas qu'en Anjou, hein. C'est à Sauternes, c'était pareil. Il faut rajouter que le mot vient de André Chaptal, qui était ministre de l'Agriculture sous Louis-Napoléon, et qui a estimé qu'à l'époque, les vins titrés 9, 10, péniblement 11 degrés, qu'on fera un meilleur vin en boostant l'alcool. La seule technique, le soleil n'étant pas là, c'était de rajouter du sucre, mais au départ de la fermentation. Et la différence dans les vins doux, c'était rajouté après. C'était d'artificialiser. Et vous avez dit non? L'homme qui a dit non. Non, on est plusieurs à avoir dit non. On est plusieurs, mais ça a quand même posé un gros problème. Ça a complètement faussé la concurrence. Ouais. Et les vignerons des coteaux étaient contre la chaptalisation parce qu'ils avaient créé le syndicat des antisucreurs en 1896. Le syndicat des antisucreurs? Absolument, en 1896. Incroyable. Ils ont été emportés par la vague blanche, hein, ils n'ont pas résisté, ils n'ont pas pu. Et nous, on a repris avec Joe et avec d'autres ce flambeau, on peut dire, quoi. Hein. Et ça nous a appris ça nous a réappris à faire des blancs secs de Chenin. Parce que, en fait, on est passé à côté de quelque chose d'extraordinaire qu'on a appelé la versatilité du Chenin depuis qu'on a fait des congrès, l'Académie du Chenin et tout ça. Et ça nous a obligés, à partir du moment où on se retrouvait dans la même économie des anciens, à savoir pas l'artifice du sucre pour les mauvaises années, ça nous obligeait à redécouvrir la vinification, le potentiel d'expression du terroir, du chenin sec. Ce cépage chenin dont on parle aujourd'hui avec notre invité Patrick, on le trouve certes dans la Loire, mais pas que. Oui, on le trouve d'abord, on pense qu'il est né, on n'est pas très très certain, mais on pense qu'il est né dans la Loire. Peut-être un de ses parents, c'était le Savagnin, non, Patrick? Non, on ne sait absolument pas où il est né. Excuse-moi, David. Non, mais ok. D'ailleurs, on sait rarement où il est né. C'est parce que justement, moi je travaille là-dessus depuis 1997. Ouais. On a fait. Et vous n'avez toujours pas trouvé où il est né? Si. Non, on n'a pas trouvé où il est né. C'est pas rapide comme garçon. C'est très difficile parce qu'il manque les sources. J'ai fait une journée d'études en 2015. On a créé une académie du Chenin avec une femme, Evelyne de Pontbéliard. Ah, elle est contente.
qui vient de décéder au mois de novembre. Et on a monté un congrès international du chenin en 2019. Et on a travaillé avec des ampélographes, des scientifiques, des historiens. Dans quel pays on le trouve, le chenin? Alors, pour finir sur l'origine du chenin, en fait, on connaît ses parents maintenant. Il y en a un, c'est le Savagnin, c'est Jean-Michel Boursicot qui nous a amené ça. Et l'autre, alors c'est pas joli, on l'a un peu engueulé quand il nous a dit ça, la Sauvignonasse, mais il y a un mot qui sauve, c'est Friulano, c'est un autre nom. Donc on connaît ses parents. Pour draguer, c'est mieux. Ouais, mais où ils se sont dragués, où ils ont fait l'enfant, ça, on n'en sait strictement rien. Voilà. Alors, où on peut trouver du chenin? Après, à part la France, et dans différentes parties de la France, parce qu'on en trouve aussi dans le sud de la France, dans le sud à Limoux par exemple, mais on le trouve beaucoup en Afrique du Sud. C'est peut-être la plus grande surface, c'est l'Afrique du Sud. C'est très bon d'ailleurs, ce qu'on peut trouver. Ça peut être très bon, ça dépend du vigneron. Ça peut être très bon, ça peut être très très bon. Et maintenant, on en trouve de plus en plus aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande. Alors ça, il faut savoir pourquoi, parce que c'est de la faute à Louis XIV. Louis XIV arrivait avec l'édit de Nantes. C'est les protestants hollandais qui assuraient le commerce des vins doux. Ils sont barrés avec le cépage. Et ils sont partis avec le cépage. Et ils ont planté parce qu'ils en avaient besoin pour leur flotte qui croisait au Cap dont l'eau pourrissait la compagnie des Indes. Et quelques migrants protestants français. Et quelques migrants, parce qu'ils ont planté, mais ils ne savaient pas vinifier. Donc ils ont fait appel à des vignerons angevins aussi. Cette histoire Allez, on arrive sur vos vins, Patrick. Alors, on arrive sur les vins de Patrick, mais c'est vrai que c'est important parce que Patrick est vraiment une locomotive du chenin. Alors, je ne sais pas si le terme de locomotive est le plus adapté, mais c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Le TGV peut-être du chenin. Alors, il est très modeste, il ne va pas être content de ce que je dis, mais c'est une référence du chenin. Et vous faites des vins secs extraordinaires, alors des moelleux, des liquoreux fabuleux aussi, mais vous avez réussi justement cette versatilité du chenin, vous l'incarnez. Suis-je versatile? Parce que vous non, vous êtes très obstiné. Quand c'est appliqué aux humains, c'est pas très positif. Hein. Non. Vous êtes très obstiné, mais vous incarnez la versatilité du cépage et tout ce qu'on peut faire avec ce cépage. Parlons un peu de ces vins. Oui. Nommons quelques vins. Je vais commencer à ce moment-là par celui qui pose le plus le problème de versatilité, à savoir le quart de chaume. Quart de chaume, pour vous, ça veut dire liquoreux? Oui. Non, pas du tout. Dans les années 50, on pouvait faire du liquoreux, du sec, du moelleux à quart de chaume. C'était une origine, un terroir. Et pourquoi ça a changé? Parce que tout le monde a chaptalisé. Et tout le monde a fait, parce qu'on pensait que ça rapporterait plus, tout le monde a fait des quarts de chaume liquoreux tous les ans. L'INAO est venu et avec la complicité des vignerons, dont les miens, c'est pas une accusation, c'est objectif, c'est historique. On a validé le fait que ça soit uniquement du liquoreux. Maintenant, c'est la catastrophe, parce que les années où le climat n'est pas favorable, comme 2024, il n'y a pas une goutte de quart de chaume. C'est une appellation qui est en danger. Soyons positifs, Patron. Qu'est-ce qui est bon et qui se vend bien? Alors, pour finir, on est en train de travailler avec tous les vignerons pour obtenir de revenir au cahier des charges des années 50. Ce qui serait logique. Qui serait logique. On parlerait du quart de chaume. C'est comme si Montrachet, c'était un Bourgogne. Je veux dire, un Bourgogne générique, alors qu'on est quand même le seul grand cru du Val-de-Loire. Prix, ça serait une bonne nouvelle. Nous, on aimerait bien grimper le Patrick, pour être concret, un 24 à quart de chaume, vous pouvez appeler ça Anjou blanc. On peut appeler ça Anjou blanc, donc appellation régionale. Donc je dis Montrachet Bourgogne, ça va pas. C'est ça. Pour terminer, votre coup de cœur, le dernier coup de cœur, votre vin qui vous a ému dans votre gamme. Compliqué de choisir un de tes enfants. Dans ma gamme. J'aime bien Effusion. L'Effusion. Effusion, parce que c'est mon premier sec réussi, j'en ai raté d'autres avant, en 2001, quand j'ai vraiment fini par comprendre, il a fallu que je passe par différentes étapes, y compris l'étude, j'ai fini par comprendre qu'il fallait absolument réussir des secs. Et voilà, 2001, j'ai fait Effusion. Bravo. Ça s'appelle comme ça pousse sur des roches d'origine volcanique. C'est un clin d'œil géologique. Et c'est effectivement magnifique. Gamme de prix, ça va de combien vos prix, Patrick? Ça va de pas assez cher à pas assez cher. Ça va de 25 € à 60. Et même 60 pour un plaisir que vous n'aurez peut-être qu'une fois dans votre vie. Enfin, je vous souhaite de le renouveler plein de fois. Mais faites-vous plaisir, découvrez les vins de Patrick Baudouin. À 20 hectares sur les coteaux. C'est quand même le paradis. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Patrick-Baudouin.com. Exactement. Merci d'être venu, David Cabol.